Je m'appelle Sophia Bennett. J'ai 34 ans, et je travaille de nuit, par tranche de 12 heures, en tant qu'infirmière aux urgences, à Charleston, en Caroline du Sud. J'ai l'habitude de voir du sang, d'entendre des cris, de soigner des os brisés, et d'écouter des gens supplier pour obtenir une seconde chance. Mais rien ne m'avait préparé à cette nuit-là. Celle où je suis entré dans la maison, que mon grand-père m'avait léguée, pour y trouver le canapé d'une autre famille dans le salon. Il y avait des sacs à dos d'enfants sur les marches, et un panneau en plastique aux couleurs vives, accroché à la porte de la chambre, qui annonçait « Notre nouvelle maison ». Je suis resté planté là, dans ma tenue d'hôpital. Je sentais encore le désinfectant, et le café de la salle de garde. Je fixais ces meubles étrangers, poussés sans ménagement contre les vieilles bibliothèques de mon aïeul. Puis, un petit garçon a couru devant moi, et a crié « Maman, la dame est là ». La dame. Pas la propriétaire, ni même tante Sophia. Juste, la dame. Une seconde plus tard, mon propre frère est sorti de la cuisine. Il tenait la tasse de mon grand-père, comme s'il avait mérité le droit de la toucher. Il n'avait pas l'air honteux. Il a souri. Il a vraiment souri, et a déclaré « Tu ne te servais pas de l'endroit, sauf. Nous avons arrangé ça. » C'est à cet instant précis, que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu. C'était une véritable prise de contrôle. Mais, lorsque j'ai appelé la police, je pensais simplement forcer mon frère à quitter ma propriété. J'ignorais que j'allais bientôt découvrir des signatures falsifiées, un acheteur secret, et une trahison familiale, contre laquelle mon grand-père m'avait mis en garde avant sa mort. Avant de vous raconter ce qu'il m'a dit, et ce qui s'est passé après mon départ, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et depuis quelle ville me regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. La bâtisse se dressait au bout d'une route paisible, à l'extérieur de Charleston. Elle n'était pas très loin des marais, là où l'air fleure toujours le sel, la boue, et la pluie ancienne. Ce n'était pas un manoir. Il s'agissait d'une demeure en briques à 2 étages, dotée d'un porche affaissé, de volets verts, et d'un garage indépendant, que mon aïeul utilisait comme atelier. Pour n'importe qui d'autre, cela ressemblait à une vieille maison du Sud, qui avait besoin d'une nouvelle installation électrique, et d'un toit plus solide. Pour moi, c'était l'unique endroit de mon enfance, où les adultes tenaient réellement leurs promesses. Mon grand-père, Walter Bennett, m'avait davantage élevé que ma propre mère. Il m'avait appris à vérifier la pression des pneus, à tenir une canne à pêche, à garder le silence quand quelqu'un mentait, et à m'éloigner des personnes qui utilisaient l'amour comme une laisse. 2 semaines avant son décès, il a serré mon poignet, depuis son lit d'hôpital, et a murmuré « Sophia, ne les laisse pas transformer les liens du sang en une vulgaire facture. » Sur le moment, je n'avais pas compris. Je pensais qu'il parlait des dettes médicales, des frais d'obsèques, de ces choses pratiques pour lesquelles les familles se déchirent, quand le chagrin rend tout le monde ignoble. Mais, après la lecture du testament, j'ai saisi la première pièce du puzzle. Il m'avait légué la maison dans sa totalité. Elle n'était pas à partager, ni à négocier, et encore moins à diviser entre frères et sœurs. De son côté, mon aîné avait reçu l'argent d'une assurance vie, quelques outils de l'atelier, et le camion de notre grand-père, qu'il s'est d'ailleurs empressé de revendre. Ma mère a jugé que le testament semblait sévère. Mon frère, lui, n'a rien dit dans le bureau du notaire, mais son silence était lourd de sens. Assis en face de moi, il tapotait son pouce contre son genou, fixant le titre de propriété comme s'il s'agissait d'une insulte, rédigée en jargon juridique. Une semaine plus tard, lors d'un dîner dans l'appartement de ma génitrice, la pression a commencé. Une femme célibataire n'a pas besoin de toute une maison, a affirmé ma mère avec douceur, comme si cette gentillesse de façade rendait la phrase moins empoisonnée. Mon frère s'est adossé à sa chaise, puis a ajouté « Mes enfants ont besoin de stabilité. Tu as ton appartement près de l'hôpital. Tu as à peine le temps de dormir, alors laisse tomber l'entretien d'une telle propriété. » Sa femme a croisé les mains, et a déclaré « Nous n'essayons de rien te prendre. Nous voulons simplement garder cette demeure dans la famille. » Cette remarque a résonné bizarrement, car le lieu appartenait déjà à la famille. Il était à mon nom. Je leur ai répondu que le sujet n'était pas ouvert à la discussion. Le visage de mon frère s'est durci, l'espace d'une demi-seconde, avant qu'il ne retrouve son sourire. « Tu as toujours été théâtral », a-t-il lâché. « Grand-père t'a pourri gâté, et maintenant, c'est à nous tous d'en subir les conséquences. » J'ai quitté ce repas la boule au ventre,
avec l'avertissement de mon grand-père qui résonnait en boucle dans ma tête. 3 jours plus tard, je terminais un service éreintant aux urgences. Un conducteur ivre avait percuté un monospace. J'ai passé la moitié de la nuit à aider à stabiliser une adolescente, pendant que son père sanglotait dans le couloir. Au moment où je suis rentré chez moi, j'étais beaucoup trop fatigué, ne serait-ce que pour enlever mes chaussures. C'est alors que mon téléphone a vibré. Il s'agissait d'une notification de la caméra de sécurité, que j'avais installée dans la maison héritée, juste après la lecture du testament. La vidéo montrait des phares dans l'allée. Puis, l'image est devenue complètement noire. Pas floue, ni brouillée. Noire. Quelqu'un venait de la couvrir. J'ai appelé le père de mes neveux. Aucune réponse. J'ai appelé ma mère. Toujours rien. Mon corps avait compris, bien avant que mon esprit ne l'accepte. J'ai attrapé le dossier contenant le titre de propriété, le testament de mon grand-père, et les clés de rechange. Ensuite, j'ai conduit à travers la nuit, les mains crispées sur le volant. À mon arrivée, la porte d'entrée n'était pas verrouillée. La lumière du porche était allumée. De la musique résonnait à l'intérieur. Pas une musique forte de fête. Une musique douce, celle d'une famille qui s'installe. J'ai poussé le battant, et j'ai aperçu un diable de déménagement, appuyé contre le mur. Il y avait des cartons étiquetés, chambre des enfants, dressing parental, cuisine, et garage. La photo encadrée de mon aïeul, dans son uniforme de la marine, avait disparu de la table d'entrée. À sa place, trônait un bol de bonbons bon marché, et une pile de courriers, adressés au nom de mon frère. Il n'était pas simplement entré par effraction. Il avait déjà commencé à créer des preuves de résidence. Je me suis avancé dans le salon, et c'est là que ses enfants m'ont vu. Ils ne faisaient rien de mal. Ils étaient assis sur le tapis de mon grand-père, en train de jouer à un jeu de société. Mais, juste derrière eux, le fauteuil de mon aïeul avait été repoussé dans un coin, comme un vulgaire déchet. Le canapé d'angle de mon frère dominait désormais la pièce. Sa femme a descendu les escaliers. Elle portait l'un de mes vieux sweatshirts d'université, qu'elle avait dû dénicher dans un bac de rangement. Elle a cligné des yeux, une seule fois, puis a souri, comme si j'étais une voisine encombrante. « Sophia » a-t-elle lancé, « tu aurais dû passer un coup de fil avant de venir. » Avant de venir dans ma propre maison. J'ai demandé où se trouvait son mari. Mais, je l'entendais déjà dans la cuisine, en train d'ouvrir les placards. Il en est sorti en tenant cette vieille tasse bleue, celle avec une fêlure près de l'anse. Mon grand-père y avait bu son café, chaque matin, pendant 20 ans. Mon frère l'a légèrement soulevé, comme pour porter un toast. « Il faut qu'on parle », a-t-il affirmé. « Non », ai-je rétorqué. « Il faut que vous partiez. » Le sourire de sa femme s'est effacé. Les enfants ont fait silence. Le père de famille a reposé la tasse, très lentement. « Ne fais pas ça devant eux », a-t-il exigé. J'ai failli rire, car c'était le tout premier bouclier qu'il choisissait de brandir. C'est petit. Pas la loi, ni la vérité, ni même une autorisation. Ses enfants. Dans ce cas, ne leur enseigne pas cela, ai-je cinglé. L'effraction n'est pas la méthode que les adultes utilisent pour résoudre leurs problèmes. Ses yeux ont lancé un éclair. Nous avons utilisé le double des clés, celui de maman. Personne n'a rien cassé. Ce fut mon premier choc. Ma propre mère lui avait donné une clé. Pas par accident, ni dans un moment de confusion. Elle avait choisi son camp, bien avant même que je ne sache qu'il y avait une guerre. Je l'ai appelée, sur le champ. Elle a décroché à la 5e sonnerie. Sa voix était douce, et son discours visiblement répété. « Sophia, je t'en prie, ne rends pas les choses laides. » « Tu lui as donné une clé ?» ai-je interrogé. Il avait besoin d'aide. Il avait surtout besoin d'une permission. « C'est ton frère. Et je suis la propriétaire. » Un silence s'est installé. Puis, elle a soupiré. Ce même soupir de fatigue, qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait me faire passer pour quelqu'un de cruel. « Ton grand-père n'aurait jamais dû t'imposer ce fardeau », a-t-elle lâché. J'ai jeté un regard autour de moi. Au carton, aux meubles déplacés, à la tasse volée, et à ces enfants qui me fixaient avec des visages effrayés, tout simplement parce que les adultes leur avaient menti. « Non », ai-je répondu. « Il a mis la maison à mon nom,
parce qu'il savait exactement ce qui allait se produire. Mon intrus de frère s'est approché, et a baissé le ton. Fais attention, Sophia. Une fois que tu traites les gens de voleurs, tu ne peux plus revenir en arrière. J'ai brandi mon téléphone. Alors partez, avant que je n'appelle la police, et que je n'utilise le terme exact. Il a souri de nouveau, mais cette fois-ci, l'expression était plus figée. Vas-y. J'ai hâte de te voir expliquer à deux gamins, pourquoi leur tante les a jetés à la rue. C'était le genre de phrase conçue pour forcer une femme à ravaler ses droits, par peur de paraître sans cœur. Et, l'espace d'une seconde, cela a presque fonctionné. Puis, j'ai aperçu une enveloppe blanche, scotchée sur le réfrigérateur. Il s'agissait d'un formulaire d'inscription scolaire imprimé. L'adresse indiquée était la maison de mon grand-père. La date d'emménagement correspondait à ce jour même. Mon frère n'avait pas agi sous le coup de la panique. Il avait tout planifié. Alors, j'ai composé le 911. La police est arrivée, mais le véritable crime restait encore caché. Quand l'opératrice m'avait demandé quelle était mon urgence, ma voix avait semblé bien plus calme que je ne l'étais à l'intérieur. Je lui ai expliqué que des personnes non autorisées avaient pénétré dans ma propriété, y avaient installé leurs affaires, et refusaient maintenant de partir. L'homme s'est mis à rire, comme si j'avais perdu la raison. Sa femme a serré ses enfants contre elle, et a chuchoté à voix haute, « Tout va bien, mes chéris. Personne ne va vous emmener. » C'était du grand théâtre, et chaque personne présente dans cette maison avait un rôle à jouer, sauf moi. Ma génitrice est arrivée avant même les forces de l'ordre. Cela m'a prouvé qu'elle attendait à proximité. Elle a franchi le seuil, vêtue de son gilet du dimanche, le visage masqué par une déception soigneusement répétée. « Sophia, a-t-elle imploré, range ce téléphone, avant de détruire ta propre famille. » Ma famille se portait très bien, avant que mon héritage ne devienne le projet de tout le monde, ai-je rétorqué. Mon frère a alors explosé. Tu n'as pas besoin de cette baraque. Tu es seul. Nous avons des gosses. N'importe quelle personne décente ferait un compromis. J'ai regardé notre mère. Est-ce toi qui lui as donné la clé? Elle a détourné le regard. Ce lourd silence en disait bien plus qu'une longue confession. En grandissant, mon aîné a toujours été la source des urgences. Ses dettes devenaient automatiquement des problèmes familiaux. Ses erreurs se transformaient en leçons, que j'étais censé pardonner aveuglément. Mon grand-père était le seul à y voir clair. Il m'avait dit un jour, « Ta mère aime la paix bien plus que la justice. » Et une paix sans justice, ce n'est rien d'autre qu'une capitulation enrobée de parfum. Les gyrophares de la police ont illuminé les fenêtres. J'ai ouvert la porte, et j'ai remis aux agents le titre de propriété, le testament, ma pièce d'identité, ainsi que la notification de la caméra, prouvant que l'objectif avait été obstrué. L'intrus a tenté de parler plus fort que moi. Il s'agit d'un conflit familial. Notre mère nous a donné son autorisation. L'officier a dévisagé ma mère. Madame, votre nom figure-t-il sur l'acte de propriété? Non, a-t-elle avoué doucement. Mais je suis sa mère. Cela ne vous accorde aucun droit de propriété, a-t-il répliqué. Le visage de mon frère s'est crispé. Les policiers l'ont obligé à faire sortir sa famille, ainsi que ses affaires essentielles. Ils l'ont fermement averti que s'il revenait sans mon consentement, il s'exposerait à des poursuites pour violation de domicile. Avant de partir, il s'est penché vers moi, et m'a glissé à l'oreille, « Tu vas regretter de m'avoir humilié. » Après leur départ, je suis resté planté dans ce salon dévasté. La photo militaire de mon grand-père avait été fourrée dans une boîte, marquée du mot « garage ». Ces vieux livres s'entassaient près d'un sac poubelle. Le dessus de lit brodé de ma grand-mère, quant à lui, gisait sous une pile de vêtements d'enfant. C'est à cet instant que le choc s'est métamorphosé en quelque chose de bien plus glacial. J'ai appelé Carolinet. C'était ma meilleure amie, mais aussi une avocate spécialisée en droit immobilier. Elle a écouté mon récit, puis a ordonné, « Change les serrures dès ce soir, photographie tout, et demain matin à la première heure, vérifie les registres du comté. » Pourquoi? Parce que les individus qui s'installent de cette façon, ne cherchent généralement pas seulement à y vivre. Ils tentent, avant tout, d'établir un contrôle sur le bien. J'ai ouvert mon ordinateur, sur la table de cuisine de mon aïeul, et j'ai interrogé le portail foncier de la région. Le transfert de propriété, à mon nom, était correctement enregistré. Cependant, juste en dessous,
j'ai découvert un dossier en attente, directement lié à la maison. Mon nom y figurait. Ma signature se trouvait tout en bas de la page, mais je n'avais jamais signé un tel document. Le texte prétendait que je transférais une part de la propriété à mon frère, au motif d'un rééquilibrage de l'héritage familial. J'ai zoomé sur l'écriture. Elle semblait convaincante, mais un détail clochait. Ma signature légale incluait toujours l'initiale de mon deuxième prénom, Sophia Monsieur Bennett. La fausse, elle, en était dépourvue. Cet homme ne s'était pas contenté de forcer la porte de ma demeure. Il avait carrément tenté de transformer la loi, pour s'en servir comme d'un pied de biche. Au lever du soleil, je n'avais toujours pas dormi. Un serrurier a remplacé chaque verrou. Pendant ce temps, j'ai photographié chaque pièce, chaque carton, chaque objet déplacé, et la moindre égratignure sur les murs. Caroline a fini par arriver. Elle apportait des cafés, un scanner portable, et elle arborait l'expression d'une femme prête à détruire quelqu'un juridiquement. Elle a examiné le faux transfert, le numéro de rapport de police, l'alerte de la caméra, ainsi que tous mes clichés. Sophia, a-t-elle décrété, ce n'est pas un simple drame familial. C'est une tentative de fraude immobilière. Ce mot m'a noué l'estomac. Une fraude. Pas un besoin désespéré, ni un malentendu. Une escroquerie. L'avocate a pointé du doigt le cachet du notaire, et la ligne du témoin. Ce tampon a peut-être été copié. Le témoin, lui, est probablement un de ses proches. Et s'il a emménagé pour établir une résidence officielle, cela prouve clairement son intention de nuire. C'est à cet instant que ma génitrice a appelé. Caroline m'a fait signe d'activer le haut-parleur. « Tu as changé les serrures ?» a demandé ma mère. « Oui. » Ton frère m'a téléphoné en pleurs. A-t-il pleuré lorsqu'il a falsifié ma signature? Un blanc s'est installé. Caroline a griffonné quelques mots sur un bloc-notes juridique, fais-la parler. Ma mère a fini par reprendre la parole. Ton grand-père a commis une grave erreur. Il était vieux. Il a puni ton frère pour des choses qui se sont passées il y a des années. Quelle chose, ai-je insisté. Pièce par pièce, elle m'a avoué la vérité. Mon aîné avait emprunté près de 60 000 € à notre grand-père, sur une période de 5 ans. Des investissements pour des projets douteux, des dettes de carte de crédit, un prêt pour un camion, et des frais de scolarité qu'il ne pouvait pas assumer. À chaque fois, il promettait de rembourser. À chaque fois, il ne tenait pas parole. L'ancêtre de la famille avait tout documenté avec précision. Il l'a humilié, a gémi ma mère. Il l'a simplement mis face à ses responsabilités, ai-je rétorqué. Sa voix s'est brisée. Tu n'as pas d'enfant. Tu ignores ce que l'on ressent en regardant son propre fils se noyer. Et tu ne sais pas ce que ça fait, d'être utilisé comme bouée de sauvetage à chaque naufrage. C'est alors que j'ai posé la seule question qui comptait vraiment. Lui as-tu donné la clé, en sachant pertinemment qu'il prévoyait de s'installer? Elle a pleuré de plus belle. Je pensais qu'une fois que tu verrais les petits dans la maison, ton cœur finirait par s'adoucir. La voilà, la vérité. Ces enfants n'étaient pas simplement présents. Ils avaient été positionnés là, tels de véritables otages émotionnels. Mon ami a fait glisser une autre note vers moi, demande pour la vente. Prévoyait-il de vendre la propriété, ai-je interrogé. Le silence est retombé à l'autre bout du fil. Maman? Elle a chuchoté. Il y a un promoteur immobilier. Mais il m'a assuré que rien n'était encore définitif. Mon sang n'a fait qu'un tour. Cette bâtisse était située tout près d'un complexe de luxe, en pleine expansion. Pendant des mois, j'avais ignoré les courriers des investisseurs. Mais pas lui. Il avait vu une source de profit, là où je ne voyais que des souvenirs. Pour combien, ai-je exigé? 1,2 million, a-t-elle confessé. J'ai eu envie de rire de désespoir. Le faux transfert servait donc à conclure cette vente. Il prétendait que tout le monde en tirerait profit, s'est-elle défendue. Non, les jeux coupés. Il allait en profiter le premier, avant de décider quelle miette suffirait à acheter mon silence. Une fois l'appel terminé, Caroline m'a demandé si le défunt tenait des registres financiers. Je me suis souvenu de son carnet de comptes, dans l'atelier. Nous l'avons déniché dans le tiroir du bas, enfoui sous de vieux permis de pêche. À l'intérieur, des dates, des montants, des promesses vaines, et des dettes s'alignaient, rédigées de sa belle écriture soignée. Sur la toute dernière page,
entouré 2 fois au stylo, figurait une seule phrase. Si Ethan tente d'utiliser la conscience de Sophia contre elle, rappelez-lui qu'un amour sans limite finit toujours par devenir un vol. Je me suis assise sur le sol en béton, et j'ai éclaté en sanglots. Mon grand-père avait vu la tempête arriver, bien avant que je ne m'en doute. L'avocate a agi avec une efficacité redoutable. Elle a contacté le bureau des registres du comté, a exigé une révision urgente du document suspect, et a demandé une vérification stricte auprès du notaire concerné. Elle m'a également conseillé de déposer un complément de plainte à la police, pour suspicion de faux en écriture, et tentative de fraude immobilière. Ensuite, elle m'a donné la directive la plus difficile à suivre. Ne révèle pas encore tout ce que tu sais. J'avais pourtant envie de hurler sur cet homme. Je voulais envoyer les pages du carnet à chaque membre de la famille, qui osait me traiter d'égoïste. Mais mon ami m'en a empêché. Les gens comme lui se préparent toujours aux accusations. Ils ne se préparent jamais au silence. Alors, je me suis tu. Pendant 2 jours entiers, je n'ai répondu à aucun message de mes proches. J'ai laissé ma génitrice croire que ses larmes m'avaient ébranlé. J'ai laissé mon frère s'imaginer que la visite de la police m'avait terrifié. Pendant ce temps, avec Caroline, nous avons démonté, rouage par rouage, la mécanique de son plan. Le sceau apposé sur le faux transfert appartenait bien à une vraie notaire. Seulement, elle n'avait jamais signé un tel papier. Son tampon avait été grossièrement copié depuis une autre transaction. La signature du témoin correspondait à celle de l'un de ses collègues de travail. Pire encore, mon frère avait secrètement créé une société, 3 semaines seulement avant l'effraction. Elle se nommait Bennett Family Holdings. L'adresse postale enregistrée n'était autre que la maison familiale. Ensuite, nous avons remonté la piste de l'acheteur. Un représentant du promoteur avait envoyé, par courrier électronique, un brouillon de lettre d'intention. Le vendeur désigné était la fameuse société civile, représentée par Ethan Bennett, en tant que mandataire autorisé. La conclusion de cette vente dépendait d'un transfert de titres propres, ainsi que du contrôle de l'occupation des lieux. Cela expliquait absolument tout. Il avait emménagé pour obtenir un moyen de pression. Il espérait me forcer la main, rendre cette transaction inévitable, et me faire passer pour un monstre si j'osais résister. Alors, j'ai constitué mon propre dossier à charge. J'ai rassemblé le titre de propriété, le testament, le faux document, l'enregistrement de la société, l'email de l'acheteur, le rapport de police, les photos de l'effraction, et les pages accablantes du registre de compte. Puis, j'ai rédigé une publication intitulée « Quand la famille parle de partager, mais exige de tout céder ». Caroline a relu le texte. Ne le poste pas encore, m'a-t-elle conseillé. Garde-le simplement sous le coude. C'est mon frère lui-même, qui a fini par tendre le piège. Le vendredi soir, il a laissé un message vocal. Sophia, nous devons régler cette histoire d'ici dimanche. J'ai engagé des partenaires dans cette affaire. Et si tu continues à réagir de manière aussi émotionnelle, tu vas faire perdre beaucoup d'argent à notre famille. Retrouve-moi à la maison. Apporte les papiers. Nous pouvons encore nous arranger pour que tu repartes avec quelque chose. Repartir avec des miettes de ma propre maison. L'avocate a souri. Laisse-le venir. Le dimanche en question, je portais un jean, un pull, et un enregistreur dissimulé. C'était parfaitement légal, puisque je participais à la conversation. Caroline, elle, s'est garée un peu plus loin dans la rue, pour servir de témoin. L'escroc est arrivé, accompagné de sa femme, et de notre mère. Il tenait un dossier sous le bras, marchant comme un sauveur apportant la rédemption. Il a commencé par réciter son éternel scénario. Personne ne voulait que les choses tournent mal. Le grand-père m'avait manipulé. L'avenir de ses enfants était en jeu. Je l'ai interrompu. Quel document as-tu apporté? Il a souri, persuadé que j'étais enfin en train de plier. L'accord stipulait que je transférais la propriété à sa société, en échange de 30% des parts après la vente. À cela, il déduirait ses frais de gestion, une réconciliation des dettes familiales, ainsi que d'hypothétiques coûts de rénovation. Il essayait de voler mon héritage, tout en me facturant des frais pour ce privilège. Et si je refuse de signer, ai-je demandé. Ma mère a pris le relais. Alors, tu prouveras que cette histoire n'a jamais concerné le bien de la famille. Le cerveau de l'opération s'est penché en avant. Dans ce cas,
je contesterai le testament. Et je m'assurerai que tout le monde sache que tu as jeté des gosses à la rue. Une maison à propos de laquelle tu leur as ouvertement menti, ai-je rétorqué. Ses traits se sont assombris. Fais attention à ce que tu dis. Non, ai-je imposé. J'ai posé, sur la table du Porsche, la preuve du faux transfert, le document de création d'entreprise, la lettre de l'acheteur, et la copie du cachet notarial. C'est toi, qui devrais faire attention. Pour la toute première fois de sa vie, il n'avait aucun discours préparé. Où as-tu trouvé ça, a-t-il balbutié. Il n'a pas dit, c'est un faux. Il n'a pas dit, je ne sais pas ce que c'est. Juste, où as-tu trouvé ça? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Avais-tu prévu de vendre mon bien, avant, ou après y avoir installé tes enfants? Sa femme s'est tournée vers lui, choquée. Ethan. Ne prononce pas mon nom sur ce ton, a-t-il aboyé. J'ai pointé l'index vers la caméra, accrochée au-dessus du Porsche. Je crois que tu en as déjà dit bien assez. À cet instant, l'avocate s'est avancée dans l'allée. Ethan fixait Caroline, comme s'il s'agissait d'un fantôme qui l'aurait personnellement offensé. Elle s'est présentée comme étant ma conseillère juridique. Elle l'a informé que le bureau du comté avait d'ores et déjà été alerté. L'enregistrement frauduleux était en cours d'examen, et le notaire concerné avait soumis une déclaration formelle, niant toute implication. Sa femme a chuchoté le mot « frauduleux ». Ce seul terme a modifié l'atmosphère de la pièce, bien plus radicalement qu'une sirène de police n'aurait pu le faire. Mon frère s'est mis à parler très vite. C'est un terrible malentendu. Nous essayons simplement de créer une entité familiale. Sophia était d'accord sur le principe. L'experte en droit a demandé, avez-vous le consentement écrit de ma cliente? Il a cherché le soutien de notre mère. Mais elle gardait les yeux rivés au sol. Sa femme, elle, a fait un pas supplémentaire en arrière. Toute sa belle machine de manipulation a cessé de fonctionner, à la seconde même où plus personne ne voulait se tenir à ses côtés. Caroline lui a tendu une lettre officielle de mise en demeure, incluant une obligation de conserver les documents. Elle l'a également avisé que nous entamerions des poursuites civiles, s'il ne retirait pas immédiatement chaque document falsifié. De plus, il devait nous fournir l'intégralité de ses échanges avec les acheteurs potentiels. Il a ri une fois, mais le son sonnait faux. Tu vas vraiment poursuivre ton propre frère en justice? J'ai répondu avant même que mon ami n'ouvre la bouche. Non. Je vais poursuivre l'homme qui a imité ma signature. Ma belle-sœur a tressailli. Ma mère a recommencé à pleurer, mais, cette fois-ci, personne n'a esquissé le moindre geste pour la consoler. Peut-être étions-nous tous épuisés de voir ces larmes utilisées comme de vulgaires écrans de fumée. Le faussaire a arraché les papiers de la table, et a craché, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire. Caroline a rétorqué d'une voix de glace, en réalité, si, elle le sait très bien. Et c'est exactement pour cela que je suis ici. Il est parti fou de rage. Cependant, le véritable effondrement est survenu un peu plus tard, car je n'ai pas cherché à le retenir. Je n'ai pas argumenté dans la conversation de groupe familial. Je n'ai même pas répondu, quand mes cousins m'ont traité de sans-cœur. J'ai patiemment attendu que le comté place une alerte à la fraude sur le registre foncier, rejetant ainsi le transfert en cours. J'ai attendu que le cabinet notarial dépose sa déclaration officielle. J'ai attendu que le service juridique du promoteur, soudainement terrifié à l'idée d'une contamination de titres, envoie une lettre confirmant la suspension de toute discussion avec la société de mon frère. Ce n'est qu'à ce moment-là, que j'ai publié toute la chronologie des événements. J'ai pris soin de masquer les prénoms des enfants. Je n'ai pas insulté son épouse. Je n'ai absolument rien exagéré. J'ai simplement posté des documents, des dates précises, et un unique paragraphe d'introduction. On m'a ordonné de me taire, sous prétexte qu'il s'agissait d'une affaire de famille. Mais quand cette même famille utilise votre chagrin, votre maison, et votre propre signature sans aucun consentement, alors le silence se transforme en une permission de nuire. La publication s'est propagée bien plus vite que je ne l'aurais imaginé. Je travaillais à l'hôpital depuis près de 10 ans. Les gens me connaissaient comme quelqu'un de calme, de discret, et de fiable. Les infirmières l'ont partagé, les voisins ont fait de même, tout comme d'anciens camarades de classe. Un vieil ami de la marine de mon aïeul a laissé un commentaire. Walter savait très bien ce qu'il faisait, en te léguant cet endroit. Ces quelques mots m'ont brisé, bien plus profondément que ne l'avait fait ma propre colère.
En moins de 48 heures, l'employeur d'Ethan l'a placé en congé administratif. Il travaillait dans la logistique, pour une entreprise régionale de matériaux de construction. Apparemment, les mots « falsification de documents immobiliers » avaient rendu ses supérieurs plutôt nerveux. Le collègue qui avait servi de témoin a affirmé qu'on lui avait menti. On lui aurait parlé d'une simple reconnaissance familiale. Il s'est donc empressé de faire une déclaration, pour protéger ses propres arrières. Ma belle-sœur a perdu 2 contrats de parrainage locaux, pour sa page consacrée à la parentalité. Ses abonnés avaient retrouvé d'anciennes publications, où elle posait fièrement sur le porche du défunt. La légende disait « Nous construisons enfin la vie paisible que nos enfants méritent ». Internet peut s'avérer cruel. Je n'ai pris aucun plaisir à regarder des inconnus s'acharner sur elle. Cependant, je ne l'ai pas non plus sauvé des conséquences de ses actes. Présenter un confort volé, comme du contenu inspirant, a toujours un prix. Ma mère m'a appelé 11 fois en une seule journée. Je n'ai décroché qu'à la dernière tentative. Tu l'as détruit, a-t-elle pleuré? Non, maman. J'ai simplement documenté ses actes. Ses enfants vont voir ça, s'est-elle indignée. Dans ce cas, peut-être qu'ils apprendront la vérité, bien avant d'hériter de ses mauvaises habitudes. C'était la chose la plus glaciale que je lui ai jamais dite. Je ne vais pas prétendre que ça m'a fait du bien. Mais c'était tout simplement nécessaire. L'homme désespéré a tenté un tout dernier coup. Il s'est pointé à l'hôpital, vers la fin de ma garde, et m'a attendu près de l'entrée des employés. J'étais exténué, les cheveux tirés en arrière, et les pieds douloureux. L'espace d'une seconde, j'ai eu de nouveau 17 ans, quand on m'ordonnait de lui céder mes affaires, sous prétexte qu'il en avait davantage besoin. Il avait l'air encore pire que ce que j'avais imaginé. Mal rasé, furieux, aux abois. « Tu dois retirer cette publication », a-t-elle exigé. Non. Mon travail est en jeu. C'est toi-même qui l'as mis en péril. Paige risque de me quitter. Tu lui as menti, à elle aussi. Maman n'arrive plus à fermer l'œil. Alors, peut-être qu'elle devrait arrêter d'utiliser le déni comme prière du soir. Il a fait un pas vers moi. Tu crois que grand-père était un saint? Il me détestait. J'ai secoué la tête. Non, il te voyait tel que tu étais, c'est tout. Cette phrase a claqué comme une gifle. Ses yeux se sont remplis de larmes. Mais ce n'était pas des remords. C'était de l'humiliation pure. Tu t'es toujours cru supérieur à moi, a-t-il craché. Faux, ai-je corrigé. J'ai simplement arrêté de payer le prix fort, pour faire semblant que tu valais mieux que tes propres décisions. Un agent de sécurité a ouvert la porte, juste derrière mon dos. Je lui avais envoyé un message texte, avant même de sortir du bâtiment. L'homme a regardé par-dessus mon épaule, a aperçu le vigile, et a eu un rire amer. Tu as appelé la sécurité pour ton propre frère? Non, ai-je précisé. J'ai appelé la sécurité pour un individu qui m'a menacé, juste après avoir essayé de voler ma maison. Le garde m'a demandé si je souhaitais qu'il soit expulsé des lieux. J'ai répondu par l'affirmative. Mon aîné a reculé. Avant de tourner les talons, il a lancé « Tu vas finir toute seule dans cette grande bâtisse ». Pour la première fois, cette menace semblait totalement vide de sens. La solitude, c'est paisible, ai-je conclu. Être entouré de personnes qui confondent l'amour avec la soumission, ne l'est absolument pas. 3 semaines plus tard, l'action au civil était officiellement lancée. L'enquête de police, concernant le faux document, avançait plus lentement, comme c'est souvent le cas pour les questions juridiques. Mais elle avançait. Ethan a été renvoyé, après que son entreprise a conclu qu'il avait utilisé, de manière abusive, des contacts internes liés au fameux promoteur. Sa femme a demandé la séparation. Pas par soudain élan d'affection pour moi, mais parce qu'elle a réalisé qu'il avait mis en péril leurs finances, leur réputation, et peut-être même la garde de leurs enfants. Et tout cela, sans jamais lui avouer la stricte vérité. Les amis d'église de ma mère ont cessé de l'inviter au comité d'organisation, une fois que ma publication a circulé parmi elles. Ce n'était pas mon objectif initial. Cependant, la réputation n'est jamais que l'ombre publique de nos comportements privés. Le faussaire désirait la maison, l'argent, la sympathie des autres, et le contrôle du récit. Il a tout simplement perdu les 4. Le premier matin calme, après que tout a basculé, je suis retourné à la maison. Seul. Pas pour faire le ménage,
ni pour photographier de nouveaux dégâts. Et encore moins pour rencontrer des avocats, des policiers, ou des serruriers. J'y suis allé, juste pour m'asseoir. Le salon semblait encore blessé. Il y avait des marques sur les murs, là où les meubles de mon frère avaient été raflés la peinture. Des rectangles de poussière délimitaient les endroits où les photos de l'aïeul avaient été arrachées. Dans la cuisine, la fameuse tasse bleue trônait toujours sur le comptoir, à l'endroit exact où l'intrus l'avait laissée, lors de cette toute première nuit. Pendant un long moment, je n'ai pas pu me résoudre à la toucher. Quand je l'ai enfin prise en main, je m'attendais à ressentir une immense tristesse. Au lieu de cela, j'ai ressenti une puissante permission. La permission d'arrêter de débattre avec des gens qui connaissaient déjà la vérité. La permission de cesser d'expliquer pourquoi un vol reste un délit, même quand le voleur porte votre propre nom de famille. La permission d'arrêter de rétrécir ma vie, juste pour rendre les caprices des autres un peu moins hideux. J'ai passé la journée à restaurer de petites choses. Le portrait militaire a retrouvé sa place dans l'entrée. La courte pointe a rejoint le coffre en cèdre. Le registre de l'atelier, lui, a été mis à l'abri dans un coffre-fort ignifuge. J'ai également modifié le mot de passe du réseau Wi-Fi. J'ai remplacé l'ancienne expression de pêche de mon grand-père, par un mot très simple, limite. Cela peut sembler dramatique, mais après tout ce chaos, ce mot résonnait en moi comme une prière. Plus tard dans la soirée, ma nièce m'a envoyé un message depuis le téléphone de sa mère. Elle avait 13 ans. C'était un âge suffisant pour comprendre des bribes de l'histoire, mais pas assez pour saisir tout ce gâchis d'adulte. Elle m'a écrit, « Tante Sophia, est-ce que papa a vraiment menti pour la maison ?» J'ai fixé l'écran pendant près d'1 heure. Chaque parcelle d'amertume en moi voulait hurler, oui, et lui transférer toutes les preuves du dossier. Cependant, elle n'était qu'une enfant, et les enfants méritent de recevoir la vérité à des doses qu'ils peuvent supporter. Je lui ai répondu, « Ton père a fait des choix qui ont blessé des gens. Cette demeure n'a jamais été à lui, il n'avait pas le droit de vous la promettre. Je t'aime très fort, et absolument rien de tout cela n'est de ta faute. » Elle m'a renvoyé un petit cœur. Ce minuscule emoji m'a fait bien plus de mal que toutes les menaces de son père. Car les histoires de vengeance donnent souvent l'illusion que les conséquences sont propres. Ce n'est jamais le cas. Quand un coupable paie enfin pour ses actes, l'onde de choc fait toujours trembler des murs innocents. Toutefois, cela ne justifie en rien de garder une bombe cachée au fond de sa propre poitrine. Ma génitrice et moi ne nous sommes pas parlé pendant des mois. Lorsqu'elle a enfin repris contact, elle ne s'est pas excusée. Elle a simplement écrit, « J'espère qu'un jour, tu comprendras pourquoi j'avais si peur. » J'ai tapé ma réponse. Je comprends parfaitement la peur. En revanche, je n'accepte pas la trahison. C'était tout. Un jour, peut-être, elle prononcera les mots qu'elle me doit. Ou peut-être pas. La guérison ne peut en aucun cas dépendre de la personne qui vous a blessé, ni de son bon vouloir à se regarder dans un miroir. Mon frère a fini par retirer sa plainte, sous la pression constante de son propre avocat. Le document falsifié a été officiellement et définitivement rejeté. Le promoteur s'est volatilisé dans la nature. L'action civile s'est soldée par un accord financier. Celui-ci couvrait les réparations matérielles, mes frais de justice, et incluait une reconnaissance officielle stipulant qu'il ne possédait aucun droit sur la propriété. Il n'a pas fini derrière les barreaux, contrairement à ce que beaucoup réclamaient dans la section des commentaires. Mais il a perdu ce qu'il chérissait par-dessus tout, le pouvoir de contrôler le récit. Les gens savaient. Ses enfants en savaient assez. Son épouse savait. Notre mère savait. Et moi, j'ai enfin compris, que me choisir moi-même ne faisait pas de moi un monstre de cruauté. Cela faisait de moi une femme libre. J'ai conservé la maison. Je ne l'ai pas vendue. J'ai aménagé l'atelier indépendant, pour en faire un petit espace de repos le week-end, destiné aux infirmières de mon hôpital. Celles qui avaient besoin d'un endroit paisible, après des gardes éreintantes. Rien d'officiel au début. Juste du bon café, des draps propres, une chaise confortable sur le porche, et un silence bienfaiteur. La première collègue qui y a séjourné, venait tout juste de perdre un patient. Elle s'était battue pour lui toute la nuit. Assise sur le porche, aux premières lueurs de l'aube, elle a murmuré, « On se sent en sécurité, ici. » Je suis rentré à l'intérieur, et j'ai pleuré de joie. Car c'était là le véritable héritage de mon grand-père. Ni des murs, ni un terrain, ni une offre à 1 million d'euros pour tenter les esprits faibles.
Il m'avait légué un sanctuaire, où la vérité pouvait enfin respirer. Et il m'avait transmis le courage nécessaire pour le protéger. Voici donc la leçon que j'en ai tirée. Peut-être que l'un d'entre vous, derrière son écran, a besoin de l'entendre ce soir. La famille peut être une véritable bénédiction, mais ce n'est en aucun cas un passe-droit. L'amour n'exige jamais de vous, que vous cédiez votre foyer, votre argent, votre paix intérieure, ou même votre propre nom. Quand les gens déclarent que la famille passe avant tout, demandez-leur le sacrifice de qui ils exigent, et le confort de qui ils protègent réellement. Quand ils vous supplient de ne pas rendre la situation ignoble, demandez-leur pourquoi ils se sentaient si à l'aise, pour commettre des atrocités en privé. Quand ils implorent de penser aux enfants, demandez-leur pourquoi ils ont bâti les espoirs de ces mêmes gosses sur un tissu de mensonges. Les liens du sang sont importants, certes, mais la vérité l'est tout autant. Les limites saines ne détruisent jamais les familles. Elles révèlent simplement quelle branche était déjà complètement pourrie. L'homme avec qui j'ai grandi a forcé la porte de la maison que mon grand-père m'avait laissée. Il a osé dire à ses petits que c'était leur nouveau foyer. J'ai appelé les forces de l'ordre, parce que je croyais défendre un simple bout d'immobilier. Mais la suite des événements m'a prouvé que je protégeais quelque chose de bien plus profond. Le tout dernier acte de confiance de mon aïeul. Mon droit inaliénable de dire non. Et cette version de moi-même, que ma famille avait tenté d'enterrer sous des tonnes de culpabilité. Si l'on vous a déjà fait croire que vous défendre revenait à trahir votre famille, gardez bien ceci en mémoire. Les gens qui vous aiment vraiment, n'ont nullement besoin de vous dépouiller pour se sentir en sécurité. Ils n'ont pas besoin d'imiter votre signature pour prouver leur loyauté. Ils n'ont pas besoin de votre silence complice, pour protéger leur petite image sociale. Une vraie famille peut survivre à la vérité. Une fausse famille, elle, dépend entièrement de votre capacité à la dissimuler. Alors, dites-moi honnêtement dans les commentaires. Si votre propre frère s'installait de force dans la demeure dont vous venez d'hériter, et que votre mère l'aidait à accomplir son méfait, que feriez-vous? Leur pardonneriez-vous, vous battriez-vous, ou couperiez-vous les ponts à tout jamais? Voilà.